Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle analyse et une preview du coup du match du Paris Saint-Germain. Mercredi soir, le PSG se déplace à Old Trafford et j'aurai un match absolument capital pour l'accession au 8e de finale de Ligue des Champions. Alors j'ai segmenté cette vidéo en plusieurs temps, dont à la fin une nouvelle rubrique que vous avez été nombreux à me demander, mon 11, le 11 que je choisirais si j'étais Thomas Tuchel, donc on en parlera dans quelques minutes. Mais d'abord on va commencer par l'état de forme respectif des deux formations. Alors pour le Paris Saint-Germain, un week-end un peu décevant avec ce match nul concédé contre Bordeaux de partout. La conséquence immédiate, c'est que ça se resserre très sérieusement tout en haut. Le PSG compte 25 points, reste leader, mais désormais talonné par 4 équipes à 23 unités. Sur les 4 prochains matchs de Ligue 1 d'ailleurs, ils se déplaceront à Montpellier, à Lille et recevront Lyon, donc 3 des 4 formations qui sont à 23 points. Manchester United, de leur côté, bon, ça va un petit peu mieux. Le spectre du début de saison a été éloigné grâce à 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, et reste sur une série de 4 victoires, dont la dernière hier en battant Southampton. Mené 2-0 à Southampton, il s'impose finalement 3-2, notamment grâce à un doublé d'Edinson Cavani qui a fait couler pas mal d'encre, forcément, des deux côtés de la Manche. Et voilà, c'est à peu près là où sont les deux formations en championnat. En Ligue des Champions, United toujours premier avec 9 points, Paris deuxième à 6 points et Leipzig à égalité de points avec le PSG, mais derrière à la différence de but particulière. Alors si on parle de Leipzig, c'est bien sûr parce que dans ce groupe, il y a une véritable course à 3 et il y a une situation, une configuration assez particulière qui mérite notre intérêt quelques minutes. C'est le fait que juste avant la rencontre du PSG à Old Trafford se jouera un Istanbul-Başakşehir-Leipzig qui pourrait avoir son lot de conséquences très significatives. Une victoire de Leipzig ferait repasser Leipzig devant le PSG et mettrait une grosse pression sur le Paris Saint-Germain. Et on s'épargne tous les cas de figure potentiels. J'avais déjà évoqué certains d'entre eux dans ma vidéo dédiée, mais la chose à retenir, c'est que même avec un match nul du Paris Saint-Germain à Old Trafford, le PSG pourrait être dans une situation très délicate. En gros, si Leipzig l'emporte contre Başakşehir, que le PSG fait nul à Old Trafford, ce qui est dans l'absolu pas un résultat défavorable, en tout cas pas un mauvais résultat, on peut estimer que c'est plutôt une belle performance, le Paris Saint-Germain pourrait tout de même être éliminé, même en l'emportant contre Başakşehir à la 6e journée. En gros, si le PSG fait match nul à Old Trafford et que derrière Leipzig bat Manchester United, on aurait 3 équipes à 10 points et quand on est dans ce cas de figure, on fait un mini championnat à 3, on enlève la 4e équipe et on regarde les points acquis dans les confrontations entre ces 3 équipes. À ce jeu-là, le PSG serait 3e. Donc tout ça pour dire tout simplement qu'en fonction du résultat de Leipzig, si Leipzig l'emporte contre Başakşehir, ce qui semble être le scénario le plus probable, mais c'est pas joué non plus, mais dans ce cas de figure, même un match nul du PSG à Old Trafford serait pas particulièrement intéressant, et en tout cas le PSG n'aurait plus son destin entre ses mains. Donc ça c'est à retenir. Alors du coup, dans cette optique, quelle approche tactique faut-il privilégier si le PSG doit l'emporter à Old Trafford mercredi soir? Que faut-il faire? Et ce que je trouve intéressant ici, c'est que à Paris, il y a beaucoup de matière sur laquelle s'appuyer, beaucoup de matière à exploiter pour définir son plan de jeu. Comme Leipzig la semaine dernière d'ailleurs, Manchester United c'est une équipe que le PSG a beaucoup joué ces dernières saisons, avec, il me semble, de mon point de vue, 2 matchs références. Le premier, c'est sans doute le meilleur match, la prestation la plus aboutie, en tout cas en Ligue des Champions, de l'ère Tuchel. C'était en février 2019, la victoire 0-2 à Old Trafford. Le deuxième, c'est il y a quelques semaines à peine, ce naufrage au Parc des Princes. Un naufrage pas nécessairement du point de vue du résultat, une courte défaite 2-1 concédée dans le dernier tiers de la partie, mais ce qui me semble intéressant, c'est que les 2 matchs mettent en lumière, pour moi, globalement les mêmes éléments, ou en tout cas la même zone du terrain. Alors si on se rappelle d'il y a 2 ans, ça remonte déjà, mais de l'analyse qu'on avait faite de cette rencontre en après-match, c'est à quel point le PSG avait réussi son coup, à quel point le plan de jeu avait été approprié, grâce à un contrôle du tempo, j'avais appelé ça la valse lente et envoûtante, la valse forcée, que le PSG avait fait danser à Manchester United. On se rappelle de cette époque où United reposait beaucoup sur ses transitions rapides, sur sa capacité à exploiter l'espace dans le dos de la défense, et en gros c'est tout, c'était un peu leur plan A, leur plan B et leur plan C, et le PSG avait réussi à imprimer au milieu de terrain un contrôle du tempo, un contrôle de la possession, avait finalement sorti tout le piquant de cette rencontre, et avait forcé Manchester United à jouer sur un tempo très lent qui les avait mis dans de grandes difficultés. Donc, ce qu'on peut en retenir, c'est que l'entrejeu était vraiment la zone clé, là où la rencontre s'était jouée. Je pense que c'est exactement pareil il y a quelques semaines à peine. On se souvient de cette approche en 3-4-1-2 de Manchester United qui avait opposé au 4-3-3 du Paris Saint-Germain, un milieu de terrain symétrique, en gros les deux se calquaient l'un sur l'autre, avec 3 joueurs qui du coup étaient dans des dispositions idéales, McTominay, Fred et Bruno Fernandes, qui étaient dans des dispositions idéales pour presser les milieux adverses, qui en l'occurrence étaient Danilo Pereira,
Idrissa Gueye et Ander Herrera. Un marquage quasi exclusivement individuel, à part McTominay qui était un peu plus zonal, mais marquage quasi individuel, qui avait conduit Neymar et Mbappé à de très nombreux décrochages pour participer à la construction, parce que finalement cet entrejeu, composé à nouveau de Danilo Pereira, Idrissa Gueye et Ander Herrera, avait eu un mal fou à dialoguer avec la ligne de 3 offensifs. Alors, comment ne pas reproduire cette situation ? On en a eu peut-être quelques prémices, ou en tout cas, on a été convaincus que c'était une problématique phare quand, ce week-end, Thomas Tuchel n'a fait jouer aucun de ces 3 éléments, pas de Gueye, pas de Danilo Pereira et pas d'Herrera. Plutôt, on a vu Marco Verratti, Rafinha et du coup Leandro Paredes. Je pense pas qu'on aura cette même configuration, en tout cas pas en 4-4-2. Je peux me tromper, mais mon avis c'est que on aura un entrejeu avec un beaucoup plus fort potentiel technique, avec une capacité à se sortir de la pression pour finalement réussir à stabiliser la ligne de 3 offensifs. Ça c'est une clé vraiment majeure, je pense que c'est là-dessus que tournera le match, et je pense que c'est un pronostic qui n'est pas particulièrement difficile à faire. Un autre point à surveiller sans doute, tant qu'on est encore dans cette catégorie, c'est les déplacements de Bruno Fernandes. Alors à l'aller, les déplacements de Bruno Fernandes avaient fait mal, déjà dans ce registre axial trouvé entre les lignes, il est très dangereux, mais il n'hésite pas à prendre toute la largeur, notamment pour se retrouver dans des situations un peu à la Jorginho, où il centre en première intention, ses balles liftées, ou à la Kevin De Bruyne, ses balles liftées au second poteau ou au premier, et c'est encore plus dangereux potentiellement avec cette fois un Edinson Cavani en bout de chaîne qui a marqué 2 buts de la tête sur des situations un peu similaires ce week-end. Voilà, pour moi ce sera un point à surveiller. Du coup, tout ça, on va dire que c'est les ingrédients qui nous permettent de déterminer notre 11 type, on y arrive. Et alors là, déjà, on peut se féliciter, si on est supporter parisien, on peut être relativement rassuré par le fait que, pour une fois, le PSG va pouvoir compter sur la plupart de ses joueurs stars, à part la blessure de Bernat, mais qu'on connaît depuis un long moment. Neymar est là, Mbappé est là, Verratti revient, et on a vu sur les dernières minutes contre Leipzig il y a une semaine à quel point il est déterminant. Et il va jouer un rôle absolument déterminant, à mon avis, et en tout cas dans le 11 que j'ai composé. Ok, ensuite Marquinhos est là, Kimpembe est là, Keylor Navas est là, en tout cas vraisemblablement si on en croit les dernières déclarations de Thomas Tuchel. Du coup, pour mon 11, ligne de 4, pas particulièrement innovante, on va pas vraiment la commenter, je pense que c'est la meilleure ligne de 4 que le PSG peut aligner au vu des forces en présence, Navas dans le but. Le point clé pour moi, donc logiquement, et ce qui va déterminer la physionomie de la rencontre, après le résultat, bon, c'est du foot, il faut être efficace dans les deux surfaces, mais la physionomie, ce qui va donner le plus de chance au Paris Saint-Germain pour que le match tourne en leur ou en sa faveur, c'est un entrejeu de meilleure qualité que ce qu'on a vu il y a quelques semaines, et du coup, j'ai choisi un trio Danilo Pereira, Verratti, Rafinha. Alors, l'idée elle est simple, c'est que Danilo Pereira, c'est sans doute pas le 6 dont Paris a véritablement besoin, mais déjà défensivement, dans cette zone, il peut être efficace. Un 6 sur un 10, en l'occurrence Bruno Fernandes, ça peut être pas mal. Sur coup de pied arrêté défensif, il a aussi un rôle à jouer. On a vu contre Bordeaux ce week-end que ça pouvait être un facteur. Surtout équipé de Verratti et de Rafinha, je pense que ça va compenser pas mal de ses lacunes à la relance. On n'a jamais vu ce trio ensemble, et il me semble complémentaire de ce point de vue-là. Je pense que à la construction, face à une pression adverse, on peut s'attendre à des décrochages alternés de Rafinha et de Verratti pour aider Danilo Pereira à s'en sortir. L'idée derrière cet entrejeu, c'est vraiment d'avoir des lignes qui ne s'affaissent pas. Alors, ce qu'on constate chez le Paris Saint-Germain, c'est que quand l'entrejeu ne réussit pas à s'en sortir tout seul, le trio de devant n'hésite pas à décrocher, et la conséquence logique, c'est qu'il n'y a plus personne à les toucher entre les lignes dans le dernier tiers, là où ça compte vraiment. Si tu veux trouver Neymar, vaut mieux le trouver à 30-40 mètres du but qu'au niveau de la ligne médiane. Du coup, c'est vraiment l'idée derrière cet entrejeu, et là, on va compter énormément sur les capacités à faire des différences de Verratti et de Rafinha, que ce soit par la passe, par le dribble, ouvrir des espaces. Une autre idée aussi, c'est qu'en phase défensive, on peut imaginer une certaine rotation, et alors là c'est du 4-3-3, mais on peut imaginer en phase défensive, face sans ballon, que ça se transforme en un 4-4-2, avec du coup, pour moi ce serait Mbappé et Di Maria les deux pointes, mais voilà, avec une influence relativement limitée, et un 4-4-2 où du coup Neymar passe milieu gauche, Verratti, Danilo Pereira et Rafinha qui se retrouve dans une situation ou une position dans laquelle il était contre Bordeaux ce week-end, où il a été plutôt bon. Neymar, milieu gauche, alors je sais pas à quel point il sera important défensivement, mais surtout, l'idée que je me dis, c'est qu'à la récupération, cette liaison forte Verratti-Neymar peut être super importante. On peut imaginer une situation
où Verratti gratte un ballon et à Neymar tout de suite à 5-6 mètres de lui et peut vite lancer la transition avec une distance réduite entre ces deux joueurs. Voilà, pour moi c'est vraiment un axe que j'imagine comme étant décisif. S'il y a une zone encore plus spécifique que l'entrejeu où la rencontre peut se jouer, pour moi c'est dans la relation technique entre ces deux gars, c'est sur ce circuit qui peut être très court finalement, Verratti qui décale pour Neymar à la récupération, Neymar qui lance Mbappé dans la profondeur, en sachant aussi que du côté de Manchester United, Tuanzebe n'est pas là, lui qui avait plutôt bien contenu Mbappé au match aller, qui avait permis aussi à United de jouer à 3 derrière, donc potentiellement avec un impact sur leur structure avec et sans ballon, peut-être qu'ils vont passer à 2 derrière comme ce week-end, Maguire, Lindelof, voilà, pas mal de choses à dire, mais mon avis c'est que ce trio me semble assez pertinent pour résoudre les problématiques et pour retrouver aussi ce qui avait construit le succès du Paris Saint-Germain à Old Trafford en février 2019, le contrôle du tempo, la relation Verratti-Neymar à surveiller et aussi, j'inclus Di Maria, peut-être plus qu'un Moise Kean par exemple, avec une structure en 4-4-2, parce qu'on peut penser que Di Maria, qui avait été très bon notamment en février 2019, est toujours très inspiré à Old Trafford face à Manchester United avec son historique et son passif. Voilà, c'est plus ou moins le 11 que je construirais et il me semble pas mal. Pour finir donc avec le pronostic, évidemment, on va rappeler quand même qu'on avait tapé assez fort la semaine dernière, la victoire contre Leipzig c'était bon, et plus de buts en première qu'en deuxième c'était passé aussi, le troisième c'était 2-0 ou 2-1, ça c'était pas passé, mais j'imagine un scénario relativement similaire contre United mercredi, peut-être un peu moins favorable en revanche pour le Paris Saint-Germain. Alors ce que je visualise comme physionomie en tout cas, c'est un début de match où le PSG attaque fort, pied au plancher, marque vite, relativement vite, c'est quelque chose qui se passe plus ou moins sur les derniers matchs du PSG, en tout cas au niveau physionomie globale, mais avec toujours ce crack physique à la 60e, le mur physique rencontré, et en tout cas une équipe qui plonge vraiment en seconde période dans l'intensité, dans la création d'occasions. C'est beaucoup moins intéressant en seconde mi-temps, du coup j'imagine que ce match va beaucoup dépendre de la capacité du PSG à contrôler le tempo, et à contrôler le tempo sur ses temps faibles, notamment en seconde mi-temps. J'imagine le PSG marqué en premier dans la rencontre, et ça c'est mon premier pari qui est coté à 1,77. En revanche, je suis un peu plus sceptique sur la capacité du PSG à contrôler le rythme une fois que physiquement ça aura un peu décliné. Alors il y a des changements intéressants à faire, mais peut-être surtout d'un point de vue offensif. Les entrées d'Icardi, de Kean évidemment, de Ken, de Paredes, de Sarabia potentiellement. Donc il y a du réservoir, mais je ne sais pas si ce sera suffisant pour tenir un score. Et comme Manchester United a pas mal de capacités de ce point de vue-là, on l'a vu contre Southampton, on l'a vu en début de mois contre Everton aussi, ça encaisse le premier but et ça revient pour l'emporter. J'imagine peut-être davantage un match nul à 3,45. Alors ce serait pas un scénario idéal pour le Paris Saint-Germain, ça dépendrait de ce que ferait Leipzig contre l'Istanbul Başakşehir aussi. Mais voilà, je pense voir soit le PSG l'emporter, soit ce match nul. Ça dépendra de la maturité de cet entrejeu qui joue ensemble pour la toute première fois, si on a ce trio, il me semble en tout cas, que c'est la première fois qu'on aurait Danilo Pereira, Verratti et Rafinha. Donc voilà, j'imagine le PSG attaquer fort, mais subir un petit peu un contre-coup physique, et peut-être concéder le match nul dans le dernier tiers de la partie, disons quelque chose comme ça. Sans doute qu'il se passera quelque chose de totalement différent, mais quitte à choisir, c'est mes deux pronostics pour cette rencontre. Alors si ça vous intéresse, si vous voulez tenter ça ou autre chose, vous pouvez le faire sur BetClick, vous pouvez bénéficier de leur offre de bienvenue avec mon code promo WILOU, comme vous le savez. Une petite commission à chaque fois que vous l'utilisez, vraiment n'hésitez pas, ça m'aide énormément. Donc code promo WILOU, je vous mets le lien qu'il faut en description. Et puis de notre côté, on se retrouve jeudi matin pour l'analyse de la rencontre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous ne voulez pas rater donc l'analyse, vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi si c'est pas fait. Et puis si mon maillot vous a plu, très original, le maillot des Mariannes du Nord. Si vous voulez trouver des maillots de ce type originaux ou rétro ou que sais-je, je vous mettrai le lien que j'utilise également en commentaire. Donc d'ici la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. On se dit à très vite. Bisous.